Est-ce qu'on sacrifie ce besoin viscéral de devenir parent? Est-ce qu'on sacrifie cette relation? Quelles sont les raisons valables pour avoir des enfants en 2025 en dehors de notre ego personnel? Ils aiment leurs enfants à la mort, mais si c'était à refaire, jamais, au grand jamais, ils n'auraient d'enfants. Ils voulaient des enfants, et moi aussi. Enfin, c'est ce que je croyais. Hi, moi c'est Margot, j'ai 30 ans, j'habite aux États-Unis depuis 2018 et aujourd'hui on va parler parentalité. Ou plutôt la non-envie de parentalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conversation la plus stressante, mais aussi la plus libératrice de mon mariage, ainsi que toutes les réflexions et tous les événements qui nous ont amenés à avoir cette dite conversation. Si tu te poses des questions sur la parentalité et sur les injonctions sociales, ou si simplement tu es curieuse de savoir comment se trame mon petit couple, je t'invite à regarder cette vidéo. Disclaimer, parce que je me fais beaucoup moins insulter quand je fais ça. Alors déjà, d'une part, je suis une femme cisgenre, mariée à un homme cisgenre, dans une relation donc hétérosexuelle. Donc par la force des choses, mon expérience ne va pas forcément parler à tout le monde. En plus de ça, cette vidéo n'a absolument pas pour but de critiquer la parentalité, ni de juger celles et ceux qui veulent devenir parents. Bien au contraire, j'ai un respect infini pour les mères, pour les pères, pour toute personne qui élève un enfant dans l'amour, dans le respect. Si tu es enceinte, si tu es jeune parent, sache que cette vidéo n'a absolument pas pour but de remettre ton choix en question. C'est simplement mon récit personnel, ce cheminement que j'ai fait sur la question qui est sur toutes les lèvres à partir du moment où tu passes 30 piges et que t'es marié. Quand est-ce que tu vas nous pondre un marmot? Je vais parler de doutes, de pression sociale, de choix difficiles, de sacrifices, mais jamais, au grand jamais, je ne vais avoir un discours contre les mères. Parce qu'on va parler clairement, je n'ai que de l'admiration pour vous. Maintenant que ça c'est fait, on peut commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même vous donner un peu de contexte. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pensé qu'un jour, je serais mère. J'avais aussi ces attentes complètement irréalistes quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Je me disais, à 22, 23 ans, je me marie. À 24, 25 ans, je suis mère de mon premier enfant. À 30 ans, j'en ai déjà 2. MDR. J'ai rencontré mon petit mari quand je m'apprêtais à avoir 24 ans et lui venait d'en avoir 27. On a pris le temps qu'on a pris, mais on a fini par se mettre ensemble de façon sérieuse et pérenne. Et quand on a eu 27 et 31 ans, si je dis pas de conneries, on a décidé. Avant de se marier, on a eu des conversations à multiples reprises d'à quel point on avait hâte, à quel point on était impatient d'avoir des mini-nous. On avait exactement la même vision en ce qui concerne notre couple, c'est-à-dire que la parentalité, à un moment donné, allait en faire partie. En ce qui concerne la question suivante, quand est-ce qu'on se voyait devenir parents, on était unanime, c'était pas du tout de suite. On allait d'abord faire notre petite relation, on allait se marier, encore s'accorder du temps, se découvrir, s'apprivoiser parce qu'on allait vivre ensemble, etc., etc. Et puis que voilà, on avait envie de voyager, qu'on avait envie de profiter de notre argent, qu'on avait aussi le besoin de faire de l'argent. Parce que, surtout aux États-Unis, on y reviendra plus tard, mais avoir un enfant coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc mon mec m'avait donné carte blanche, il m'avait dit c'est ton corps, c'est toi qui décides. Donc j'avais dit, allez, 31, 32 ans, je me vois bien qu'on fasse notre premier et après on voit, soit on s'arrête là, soit on continue. Mais on se laisse la possibilité d'ajuster en voyant ce qui se passe. Encore à l'heure actuelle, je suis persuadée que mon mari est l'une des meilleures personnes sur Terre pour devenir parent. Et je ne vais pas le saucer pendant 20 minutes. Pour moi, personnellement, c'est le partenaire parfait, ce serait potentiellement le père parfait, mais on dit ici qu'une bonne façon de savoir si votre partenaire est la bonne personne avec laquelle faire des enfants, c'est de se demander si demain je deviens parent de mon partenaire, si mon partenaire est mon enfant, est-ce que je suis un parent heureux, fier et satisfait, ou est-ce que je me dis oula, ça va pas très bien tourner cette affaire? Et bien évidemment que oui, si mon mec était mon enfant. Hors contexte, cette phrase est un peu abjecte. Bref, passons. Si mon mec était mon enfant, bien évidemment que je serais une mère hyper fière. Donc oui, autant vous dire qu'au début de notre relation, on était très enthousiaste à l'idée d'éventuellement un jour devenir parents. Et puis, petit à petit, quelque chose a changé. Spoiler alerte, je pense toujours à l'heure actuelle que mon mec serait le meilleur parent du monde. Mais c'est même pas la question.
Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été au pair, mais vous ne savez peut-être pas que pendant des années, j'ai été babysitter. Et j'ai babysité des gosses du stade nourrisson, genre 3 mois, jusqu'à des 14-15 ans, où littéralement j'étais juste taxi. Est-ce que l'expérience d'au pair a impacté mon changement d'avis quant à la parentalité? Absolument pas. Mais est-ce que mon expérience de babysitter a changé les choses? Ça a fortement contribué. À maintes et maintes reprises, j'ai vu énormément de mères en détresse. J'ai vu des femmes qui pleuraient le matin à l'idée de se dire qu'il fallait qu'elles partent au travail et qu'elles laissent leur enfant derrière elles. Mais elles n'avaient pas le choix, il fallait qu'elles payent les factures. J'ai également eu des conversations avec des mères qui me confiaient qu'elles n'arrivaient plus à être autre chose que mères, qu'elles avaient l'impression d'avoir perdu tous leurs autres rôles et qu'elles se sentaient complètement perdues. Et c'est là encore que je vais me répéter pour vous dire à quel point j'ai énormément de respect pour ces femmes qui, tous les jours, vont prioriser leur enfant, qui vont faire tout ce qu'elles peuvent avec tous les moyens qu'elles ont à leur disposition. Mais ce serait vous mentir de vous dire que ce genre de scène ne m'a pas impactée. De voir tellement de désespoir dans les yeux d'une mère, ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Ça a semé énormément de doutes et je me suis dit, mais est-ce que je veux ça pour moi? Est-ce que je serais prête à vivre ça et à sacrifier autant? On parle de temps, on parle de carrière, on parle d'argent, on parle de sommeil, on parle de silence. Une autre chose qui, je sais, a fortement impacté ce changement de décision pour ma part, c'est la dépression. J'ai toujours été très ouverte, très transparente sur ce sujet. J'ai été diagnostiquée dépressive, mais aussi avec un stress post-traumatique. Enfin bref, ma santé mentale en a pris un très grand coup après le Covid. Et il est clair et net qu'il y a un avant et un après. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant de connaître toutes ces difficultés au niveau mental, au niveau psychologique. J'ai été fondamentalement changée après ces expériences. Quand ma santé mentale était au plus bas, ça a foutu toute ma vie sans dessus-dessous. Et une fois que les choses sont rentrées dans l'ordre, que je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout la même personne, je m'étais aussi aperçue du cadeau que la dépression m'avait laissé, à savoir une très grande sensibilité. Depuis cet épisode, j'ai la capacité, j'ai le lourd fardeau de percevoir les émotions des autres ainsi que les miennes et de passer mon temps à les analyser, à les décortiquer. Et voilà, ça me consume. Inévitablement, ça m'a fait remettre toute ma vie en question, mes projets, ma trajectoire, mes choix, mais également les schémas qui étaient bien imprégnés dans mon petit cerveau. Et du coup, est venue sur le tapis la question suivante, est-ce que je suis obligée de devenir mère? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment ou est-ce que c'est ce qu'on attend de moi? Est-ce que je suis prête à faire tous ces sacrifices? Parce que oui, beaucoup de parents me disent mais tu verras quand tu deviendras mère, tu comprendras à quel point c'est un amour intense, tu comprendras que tu ne peux plus imaginer ta vie sans ton enfant. Et je l'entends et je le comprends complètement. Je suis persuadée que les gens qui tiennent ce genre de discours disent la vérité, mais c'est leur vérité. Donc ouais, la dépression, après avoir tout bouleversé, elle a aussi mis en lumière le fait que je ne voulais plus vivre ma vie en mode pilote automatique. C'est-à-dire que j'allais prendre quelques secondes de mes journées de temps en temps et me dire, ok, pause, on dézoome, on regarde ce qu'on fait de sa vie en ce moment, est-ce qu'on est en accord avec ça? Est-ce que c'est toujours dans la trajectoire de nos goals, entre guillemets, finaux, ou est-ce que je fais ce qu'on me dit de faire et ce qui semble la logique et voilà, sans trop se questionner. En plus des observations que j'ai faites en tant que babysitter, en plus du bouleversement qu'a été dans ma vie la dépression, il y a aussi le fait que j'habite aux États-Unis depuis maintenant 7 ans. Et autant vous dire que les États-Unis, certes, ils veulent vous pousser à avoir des marmots, mais ils vont pas faire grand-chose pour rendre la chose attrayante. J'ai fait 2-3 petites recherches. Je vous ai trouvé le coût de la vie avec un enfant aux États-Unis. Coût moyen pour élever un enfant jusqu'à ses 18 ans. Et généralement, un enfant à 18 ans, ça ne meurt pas. Donc, les dépenses continuent. Et généralement, les dépenses s'amplifient parce que c'est là qu'on parle d'université, qu'on parle de fac à 70 000 balles l'année. Coût moyen pour élever un enfant jusqu'à ses 18 ans, environ 310 000 $.
selon une étude de Brookings Institution qui a été mise à jour en 2022. Donc c'est relativement récent. Donc ouais, on est sur du 17 000 balles par an. À titre informatif, par exemple, la crèche ou une garderie, c'est entre 1200 et 2500 dollars par mois selon les États. Et par exemple, tout ce qui est New York, San Francisco, etc., on est sur du 3000. Ne parlons même pas des frais de santé ou des congés payés de maternité ou de paternité qui ne sont pas garantis au niveau fédéral. Donc ça dépend de vos États, ça dépend de vos employeurs. Selon une analyse de Paid Leave US, environ 25% des femmes aux États-Unis reprennent le travail dans les 2 semaines suivant leur accouchement. Je crois que les chiots ne peuvent pas être séparés de leur mère avant 8 semaines. Ah, ça donne matière à réfléchir. Malgré ces conditions aux États-Unis qui ne sont pas très attrayantes, est-ce que c'est à l'heure actuelle impossible d'avoir un enfant dans ces conditions? Non, pas du tout. C'est possible. Est-ce que c'est un sacrifice? Absolument. Je dis sacrifice, certains diraient investissement. Je comprends. Donc quand tout ça se bouscule dans ma tête, c'est vraiment pas un non brutal que j'ai pour la maternité, mais c'est plus un malaise et une hésitation qui ne fait que grandir. Vous savez quoi, je vais même pas parler du climat mondial en ce qui concerne la politique, l'écologie, etc. parce que on est tous dans le même bateau. Mais ça fait aussi partie de mes questionnements à me dire, mais est-ce que ce serait pas égoïste au possible d'amener une personne innocente dans tout ce bordel? Et si vous êtes parent, ou si vous êtes enceinte, ou peu importe, ou en tout cas, si vous avez le souhait de devenir parent, s'il vous plaît, expliquez-moi comment vous êtes passé au-dessus de cette préoccupation énorme qu'est l'avenir de vos enfants. Et c'est pas moi qui vous dis, oh là là, vous êtes tellement égoïste d'avoir fait des enfants. Non, 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 c'est littéralement, je suis hyper preneuse parce que, mine de rien, ça me rassurait de ouf. Pour mes neveux, pour mes petits cousins, pour toute cette génération qui arrive. Donc pendant que j'ai toute cette réflexion, je vois que mon mec aussi fait des petits commentaires de temps en temps qui me mettent la puce à l'oreille. Ah, le cousin, je sais pas s'il est complètement rebuté à l'idée d'être parent, mais j'entends dans ses propos qu'il y a quand même une prise de conscience quant au poids immense que représente le fait de donner la vie à un futur adulte. Parce que oui, on a énormément de jeunes parents autour de nous, dans notre entourage, tout le monde fait des marmots. Et je sais pas, par exemple, quand on est en repas de famille, qu'il y a des gosses qui hurlent partout, qu'on montait tous les deux dans la voiture et qu'on était dans le calme, dans le silence, on n'avait même pas besoin de se parler, on se regardait. Et on soufflait. Qu'est-ce qu'on était heureux de rentrer chez nous, sans marmots, sans bruit, sans brouhaha. Mais je me disais, ça se trouve, bien qu'il soupire, qu'il fasse des réflexions et qu'il soit content de retrouver notre havre de paix, ça se trouve intérieurement, il a toujours cette envie d'être père. Qui sait? Donc littéralement, j'ai continué ma réflexion, j'ai continué de m'interroger, j'ai déconstruit le mythe que, en tant que femme, le goal ultime, c'était de devenir mère. Et si jamais, pour raison X ou Y, ça n'arrivait pas dans ma vie, il me manquerait toujours quelque chose, je serais incomplète, j'aurais échoué. Ça, poubelle. J'ai aussi accepté que j'avais le droit de changer d'avis, que certes, quand on s'est rencontrés, on était jeunes et insouciants, mais que maintenant, avec plus de bouteilles et de maturité, j'ai le droit d'avoir une perspective différente. Et puis aussi, quand j'écoutais les gens autour de moi quant à leurs raisons pour lesquelles ils voulaient avoir des enfants, je trouvais ça un peu bancal. En toute honnêteté, désolée si je vous offense, mais quand on me dit que le couple n'est pas complet sans enfants, que quand on va vieillir, on veut que nos enfants s'occupent de nous, que c'est l'étape logique après un mariage, je me disais que ces raisons manquaient un peu de raisonnement, de profondeur et de réflexion, quoi. Quelles sont les raisons valables pour avoir des enfants en 2025 en dehors de notre ego personnel? Et ce n'est pas dans le jugement ou pleine de sarcasme que je dis ça, c'est réellement des questions que je me pose. Une chose aussi qui me rebute, c'est la pression inégalitaire entre les pères et les mères. Un père qui va faire le strict minimum, on va dire oh là là quel super papa. Une mère qui va faire le strict minimum, on va dire que c'est une mère complètement indigne. God forbid qu'elle veut garder une carrière. Oh là là. D'ailleurs, petite parenthèse assez cocasse, mais quand on entend des gens qui mènent une double vie, c'est généralement des hommes. Pour la simple et bonne raison que des mères n'ont pas le temps d'avoir une double vie. Parce qu'on attend d'elles qu'elles soient partout tout le temps. Il y a une expression en anglais que j'apprécie particulièrement qui dit « It takes a village to raise a child ». Donc littéralement, vous avez besoin d'un village entier
pour élever un enfant. Si on veut que notre enfant soit complètement épanoui, qu'il soit en contact, qu'il sociabilise, blablabla, ce n'est pas que notre responsabilité. C'est la responsabilité de tout le cercle qu'on va construire autour de lui. Que ce soit les grands-parents, la famille, les amis, la garderie, l'école, etc. Et moi, c'est un concept que j'apprécie particulièrement parce que ça déjà décharge un tant soit peu la responsabilité de la mère en tant que personnage principal, bien que elle restera toujours le personnage principal. Mais voilà, cette notion d'un collectif qui, ensemble, aide à élever un humain qui va devenir adulte. Moi, ça me botte. Mais est-ce que en 2025, c'est possible et c'est réaliste? Je ne sais pas. Dans ma réflexion, il y a aussi beaucoup de peur. Parce que là, tout ce dont on parle, c'est si l'enfant est en bonne santé, si tout se passe dans le meilleur des mondes. Mais, quid d'un accouchement traumatique qui se passe très mal et qui me laisse avec des séquelles permanentes? Quid d'un problème de santé, d'un handicap qui va de façon permanente impacter la vie et le bien-être de mon enfant? Quid d'un postpartum hyper violent qui me replonge dans une dépression? Genre, c'est plein de choses qui me traversent l'esprit. Vous allez me dire, Margot, tu te poses trop de questions. Eh ben, j'ai envie de vous dire, vaut mieux se poser trop de questions que pas assez. Et si je devenais mère et que je regrettais? Il y a de plus en plus de témoignages qui deviennent publics sur des parents qui regrettent profondément d'être devenus parents. Ils aiment leurs enfants à la mort, mais si c'était à refaire, jamais, au grand jamais, ils n'auraient d'enfants. Je pense que la plupart du temps, ces questionnements sont complètement discrédités. Est-ce un mot? On va juger, on va critiquer, on va moquer les personnes qui, comme moi, vont balayer tous les scénarios possibles et envisageables qui peuvent arriver dans la parentalité. Je ne saurais vous dire combien de temps a duré cette réflexion. Je pense que j'ai été sûre et certaine que je ne voulais pas d'enfant quand on a eu notre dernière frayeur, quand j'ai eu un retard de règles, que j'ai fait pipi sur ce fameux test et que je me suis dit, si ce test est positif, ce test ne peut pas être positif. C'est clair et net. J'ai eu un quart de seconde l'impression qu'il y avait 2 barres sur ce putain de test. Et littéralement, j'ai vu mon monde s'écrouler. C'est même pas qu'on n'est pas prêt, c'est qu'on en a foncièrement pas envie à l'heure actuelle. Et un jour, il a fallu que j'ai cette conversation. Je ne sais pas vous dire combien de temps j'ai attendu. C'était pas des mois, c'était pas des semaines. C'est littéralement en quelques jours, quand j'ai réalisé à quel point je ne voulais pas être mère, je me suis dit, il faut que j'en parle à mon mec. Il faut que la deuxième personne qui est directement concernée par cette décision soit au courant. Ce genre de désaccord dans des relations, dans des mariages, peut briser des relations. Dans mon entourage, j'ai pu constater des gens qui se séparaient parce que l'un avait un désir viscéral de devenir parent et que l'autre pas du tout. Quand ce genre de scénario arrive, il y a des questions hyper douloureuses à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sacrifie? Est-ce qu'on sacrifie ce besoin viscéral de devenir parent? Est-ce qu'on sacrifie cette relation qu'on a bâtie depuis des années? Est-ce qu'on sacrifie ce mariage dans lequel on pensait s'investir toute notre vie? Et à l'image de ma façon de communiquer, je me suis dit, je ne vais pas tergiverser, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais lui dire ce que je pense et ça passe ou ça casse. J'avais très peur de lui briser le cœur, j'avais aussi peur de trahir entre guillemets cette promesse qu'on s'était fait de un jour devenir parent, et j'avais aussi très peur que ce soit un deal breaker qui mette fin à mon mariage. Bon, mon mariage à l'heure actuelle, c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. C'est mon socle, c'est mon pilier, c'est comme ça que je m'épanouis dans ma vie. J'ai besoin, j'ai envie surtout d'avoir cette personne à côté de moi jusqu'à mon dernier souffle. Et encore une fois, il m'a prouvé à quel point j'avais pris la meilleure décision de ma life quand on a décidé de se marier. Parce que, little did I know, pendant que je faisais mon petit cheminement, pendant que je me triturais l'esprit, que je me posais des questions existentielles quant à la parentalité, quant au sacrifice, quant à la responsabilité que tout ça implique, il faisait la même chose. Je ne peux même pas mettre de mots sur le soulagement que j'ai ressenti quand j'ai compris que tous les deux, on était en accord et qu'on se suffisait à nous-mêmes. Qu'on était complètement satisfaits de finir nos jours que tous les deux. Et avec Phil aussi. Parce que Phil, il va vivre jusqu'à 150 ans. Donc de toute façon, je vois pas de quoi vous parlez. Ce qu'on en a retiré de tout ça, c'est qu'il est extrêmement important de communiquer régulièrement, de checker avec son ou sa partenaire, qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde, sur des piliers de notre relation. Et je pourrais vous dire que c'est le point final de cette vidéo, que jamais, au grand jamais, je ne vous ferai de vidéo d'annonce de grossesse, que
jamais je ne deviendrai mère, que je ne changerai jamais d'avis, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que on est des êtres humains, que plusieurs expériences vont nous tomber sur le coin du nez, que ce soit positif ou négatif, et que, qui sait? Who knows? Who knows ce qui va nous arriver, et que peut-être on aura une illumination commune qui fera que on deviendra parents. Je ne sais pas, peut-être qu'on adoptera, je n'en sais rien. Et c'est ça aussi la beauté de notre relation, c'est que là, à l'heure actuelle, on ne veut pas, mais qu'on est d'accord de ne pas savoir ce que la suite nous réserve. On est d'accord et on se laisse la place à plus de réflexion encore et à la possibilité, à l'option de changer peut-être d'avis un jour. Mais papa, maman, ne vous emballez pas, partez du principe que vous n'aurez pas de petits-enfants. Comme ça, je ne serai pas déçue. On a le droit d'évoluer, de toute façon, ce serait complètement inhumain de dire le contraire, puisqu'on n'est fait que d'évolution. Les petits humains là. Je ne sais pas ce que vous allez retirer de cette vidéo, je ne sais même pas s'il va y avoir une plus-value dans tout ça. Je voulais juste partager mon cheminement et le fait que, voilà, j'ai changé d'avis. En tout cas, sachez que ce qu'on attend de vous, ce que la société vous pousse à croire que vous devez faire, prenez du recul et posez-vous des questions. Et aussi posez des questions à ces gens qui vous imposent ce genre d'injonction. Challengez leur perception de la vie. Pourquoi ils pensent que vous seriez incomplet si jamais vous ne procréez pas? Pourquoi ils pensent que leur couple serait incomplet sans enfant? C'est beaucoup de discussions inconfortables, que des fois des tons peuvent être usés, du sarcasme, du jugement. Mais je pense que ce sont des conversations très intéressantes et très enrichissantes à avoir dans votre cercle d'amis, dans votre famille, au sein de votre couple. Et si cette vidéo aura au moins pu embrayer des conversations, franchement, c'est tout ce que je souhaite. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Allez, des kisses et à mercredi prochain.